Il a des caméras dans les yeux pour voir, des micros pour entendre, des sonars à ultrasons, un radar dans le nez et des capteurs infrarouges ici. Si dans le futur nous pouvons avoir des humains qui n'ont pas 5 sens mais 20 ou plus, nous aurons une bien meilleure compréhension du monde. Voici une casquette de baseball ultrasonique. Elle est connectée à mon système nerveux via mon implant. Elle permet à mon cerveau de détecter les objets alentours grâce à des influx électriques. Je peux l'utiliser pour me déplacer en détectant les objets. C'est une vraie forme d'amélioration que tout le monde peut avoir. Ce que je vais essayer de faire maintenant, c'est utiliser ceci pour marcher sans heurter quoi que ce soit. Il n'y a rien à droite, ce n'est pas à ma gauche, ce n'est pas à ma droite, c'est en face de moi, c'est la caméra. Kevin jalouse secrètement les machines. Aujourd'hui, c'est à ce robot extincteur d'incendie qu'il confie son rêve d'un avenir meilleur. Bienvenue. Tu as été très bien. Tu t'en sors bien mieux que moi, ça c'est sûr. Peut-être que dans le futur, quand nos corps devenus obèses nous empêcheront de nous déplacer, on se baladera dans de petits véhicules comme celui-ci, nos cerveaux contrôlant le monde autour de nous. Nos corps ne servent qu'à promener nos cerveaux, peut-être à avoir des relations sexuelles ou 2-3 choses comme ça. Mais si nous pouvions nous débarrasser de nos corps, ce serait très utile. On va effectivement avoir 2 espèces distinctes, les augmentés et les ordinaires, ou les naturels. Et je sais à quel groupe je veux appartenir. Je ne veux pas être dans le groupe de ces humains naturels et ennuyeux, aux capacités mentales limitées. Je veux être avec les intellectuels, les humains augmentés. D'une certaine manière, l'humanité est déjà fragmentée entre riches et pauvres qui n'ont pas le même accès à l'éducation, à la culture, aux soins médicaux, à la technologie. Mais ces classes sociales sont aujourd'hui plus ou moins perméables. Demain, si la technologie est à l'intérieur de nos corps, l'humanité sera fragmentée en castes technologiques infranchissables. Ça pourrait créer 2 catégories, des individus supérieurs, améliorés, des individus qui ne le seraient pas. On a parlé d'une fabrication d'un nouveau type de handicap, dans la mesure où c'est les gens normaux qui deviendraient handicapés, par rapport à ceux qui ont eu les moyens de posséder ces améliorations. Cette perspective d'un monde dominé par certains d'entre nous, drogués, hérissés d'implants, et possédant le pouvoir de fabriquer l'avenir de notre espèce, a de quoi nous mettre mal à l'aise. C'est quoi un humain supérieur? Qu'est-ce qu'on va introduire dans l'humain? Quand on a fait des vaches qui faisaient plus de lait, c'est qu'on voulait plus de lait. Quand on a fait du maïs qui produisait 100 quintaux à l'hectare, c'est qu'on voulait bouffer du maïs. Et qu'est-ce qu'on veut faire de l'humain? Ça, c'est une question qui n'a pas de réponse. Younger, smaller, lighter, fuller, tighter, thinner, softer. It really works. Il est très clair que cette volonté de normalisation de la matière humaine, de la chair humaine,
accompagne une volonté de normalisation culturelle. On fait de l'homme compétitif, puisque c'est le mot-clé de notre époque. Et moi, je suis terrorisé par cette idée-là, qui fait qu'il n'y aura plus rien aux marges, donc il n'y aura plus d'espoir de sortie. Qui fixera la norme de cet homme compétitif, au cerveau infaillible, au corps parfait et sans âge? Les scientifiques? Les politiques? Les militaires ou les marchands? Alors que nous tentons de modéliser, standardiser, reproduire à volonté les processus biologiques, l'idéologie technicienne qui voit l'homme comme une machine gagne du terrain. L'application de cette vision industrielle de l'humain commence dès la naissance. Good evening, Mr. President. As you can see, the breeding stages are complete. They are devoid of individuality, subservient to our authority, and quite frankly, Mr. President, they're stupid. The perfect customers for your banks of tomorrow. And this one, I'm afraid that one hasn't turned out quite as we expected. Oscar n'est pas né dans un utérus artificiel. Mais si ce prématuré, né après seulement 6 mois de grossesse, a pu survivre, c'est parce qu'il a pu passer les derniers mois de sa gestation dans cette couveuse qui remplace le ventre maternel. Demain, si les recherches continuent de progresser, nos bébés naîtront dans une machine. Un utérus artificiel assurera leur fabrication. Est-ce vraiment de la science-fiction? Pas tout à fait. Pour Henri Atlan, la fabrication d'un utérus artificiel est la continuité logique des techniques actuelles de procréation médicalement assistée. Les techniques existent déjà qui permettent la fécondation in vitro, c'est-à-dire donc les tout premiers jours du développement en dehors du corps d'une femme, au laboratoire, et puis aussi à la fin, pour les grands prématurés. Donc la question est de comment combler l'écart d'à peu près 5 mois, si vous voulez, entre le commencement et la fin. Je ne vous dis pas que c'est facile, je pense pourtant que ça se fera. Nous sommes à Philadelphie, dans l'unité de soins intensifs de la maternité de Temple University. C'est ici que Thomas Schaeffer a développé une technique permettant la survie des très grands prématurés. Pour cela, il a eu l'idée de leur faire respirer un liquide transportant de l'oxygène. Dans l'utérus, les fœtus grandissent dans un milieu liquide et leurs poumons sont donc remplis de liquide. Malheureusement, les prématurés sont obligés de passer à la respiration gazeuse trop tôt. Donc mon idée a été d'introduire un liquide synthétique dans leurs poumons immatures, de manière à ce qu'ils ne se rétractent pas. Une fois que les poumons sont développés, on arrête de mettre du liquide à l'intérieur, il s'évapore et le nourrisson commence à respirer de l'air comme n'importe quel enfant. Même si ce n'était pas sa destination première, le liquide inventé par le Dr Schaeffer a été utilisé pour réaliser la première véritable tentative d'utérus artificiel. À l'université Juntendo de Tokyo, le Dr Kuwabara a retiré prématurément des fœtus de chèvres du ventre de leur mère pour les placer dans un réservoir en plastique. Les chèvres ont atteint le terme de la gestation, mais n'ont vécu que 4 semaines après leur naissance. Au Cornell Medical College de New York, un professeur d'endocrinologie s'est aventuré encore un peu plus loin dans les arcanes de nos ventres. En recréant de manière artificielle le tout début de la grossesse,
le docteur Liu a commencé à assembler les toutes premières pièces d'une machine à fabriquer les bébés. Hélène Liu a réussi à fabriquer alors une véritable ébauche d'utérus artificiel, c'est-à-dire une cavité en plastique recouverte par des cellules endométriales, c'est-à-dire par des cellules d'utérus féminin, et elle a réussi à faire s'implanter dans cette cavité des embryons humains, mais qui étaient des embryons pathologiques dont on savait que de toutes les façons ils allaient mourir. Quand elle a publié ses résultats, ça a déclenché de tels scandales qu'elle a été obligée d'arrêter tout ça. Et elle a continué, par contre, à faire ça sur des souris. Et elle a quand même réussi aussi à faire se développer dans ces cavités des petits souriceaux jusqu'à peu près la moitié de la gestation. Au départ, la scientifique voulait rendre leur fertilité à des femmes dont l'utérus fonctionnait mal. Comme beaucoup de scientifiques, elle pensait pouvoir contrôler la technologie qu'elle était en train de développer. Mais comment contrôler l'usage d'une telle découverte? Reproduire, mécaniser et, à terme, industrialiser un organe qui touche à une fonction aussi profondément humaine que la naissance est un sujet sensible. Trop sensible. L'idée d'une machine qui puisse remplacer le ventre des femmes a créé une telle polémique qu'elle a reçu des menaces de mort. Il y a eu des débats terribles. Et elle a pris peur. La question de l'utérus artificiel a été débattue dans des colloques internationaux d'éthique biomédicale, avec les pour et les contre, évidemment, ce qui est déjà intéressant, parce qu'il y avait pas mal de gens qui étaient pour, avec des arguments de toutes sortes. Paradoxalement, des mouvements pro-life protestants aux États-Unis étaient pour, parce qu'ils imaginaient que ça permettrait d'éviter des avortements, précisément, puisque les enfants non désirés pourraient être transférés dans l'utérus artificiel sans qu'il soit besoin de les avorter. On est choqué quand on imagine l'utérus artificiel, on oublie que nous sommes déjà embarqués dans ce processus. Et ce processus, c'est la dissociation entre procréation et sexualité. Ça voudra dire que la grande asymétrie qui existe aujourd'hui entre les hommes et les femmes pour ce qui concerne le fait de faire un bébé aura disparu, puisque la femme participera comme l'homme en fournissant une cellule. La femme sera celle qui fournit l'ovule, l'homme celui qui fournit le spermatozoïde, et puis c'est tout. Donc il y aura une symétrie qui n'a jamais existé dans toute l'histoire de l'humanité. Selon un sondage Internet, 55% des internautes ne voient aucun problème éthique à utiliser un utérus artificiel. Leur motivation? Éviter les désagréments de la grossesse et continuer à travailler. Quand il y en aura un, il y aura un marché. Et puisque ça correspondra au désir de celles qui voudront quand même le faire parce que ce sera plus confortable. Et en plus, le marché sera suscité par les fabricants, comme c'est déjà le cas actuellement de tout un tas de médicaments dont l'utilisation est suscitée par les compagnies pharmaceutiques et donc qui créent le marché. C'est à Los Angeles qu'un tout nouveau marché a vu le jour. Ici, la fabrication de l'homme parfait commence dès la conception en sélectionnant le meilleur des embryons. Une nouvelle industrie propose des bébés à la carte, toutes options, garanties à 100%. Mère porteuse sur catalogue, donneur de sperme ultra sélectionné, on vend ici au prix fort le patrimoine génétique de l'enfant parfait. On peut maintenant choisir le sexe de son enfant et bien d'autres choses encore. Et voilà les incubateurs. Les embryons y sont exactement comme dans le ventre de leur mère. Vous avez combien de bébés là-dedans ? 40 bébés. En France, comme dans la plupart des pays du monde, choisir le sexe de son enfant est illégal. Mais un simple voyage à Los Angeles et quelques milliers de dollars permettent de contourner la loi. En Chine, tout le monde veut un garçon. Au Canada, on préfère les filles. Au Mexique, les filles aussi.
En France, plutôt les filles que les garçons, mais c'est presque 50-50. Selon les pays, le choix du sexe d'un enfant n'est pas une question anodine. En Chine, où des milliers de filles sont tuées à la naissance, 18 millions d'hommes adultes sont contraints de rester célibataires.